Radio IPA, le podcast officiel de l'Institut privé Alif, vous est présenté par Crêpe City, le spécialiste de la crêpe sucrée-salée à Toulouse. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Chers frères, chères sœurs, chers auditeurs, chers téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur ce numéro 2 de Radio IPA. Nous sommes très heureux de vous recevoir ce soir. Donc, comme vous le savez, Radio IPA, c'est une radio qui est émise depuis l'Institut privé Alif, dans les locaux du CDI plus précisément. Nous sommes, comme je vous l'ai dit, très heureux de vous recevoir. Et comme vous le savez très certainement, le premier épisode durant le mois de Ramadan qui a été diffusé a reçu un accueil et demeure bien sûr toujours disponible en rediffusion sur nos réseaux sociaux. J'espère que vous avez aussi passé un très bon mois de Ramadan, une très bonne fête en famille et que vous avez acquis de bonnes habitudes qui perdureront bien au-delà, Inch'Allah Ta'ala. Ce soir, nous allons parler du harcèlement scolaire, un problème majeur de société qui concerne de trop nombreuses familles et de trop nombreux élèves. Comme vous le savez, ça a encore fait l'actualité ces derniers jours au niveau des informations. Encore beaucoup trop de familles qui sont traumatisées par cette problématique-là. D'après d'ailleurs les statistiques et les chiffres de l'éducation nationale, c'est un enfant sur 10 qui est concerné par la problématique du harcèlement scolaire. Et pour en parler, je vais vous présenter nos invités. Tout d'abord, Soumia, notre psychologue, la psychologue de l'Institut privé Alif, qui va donc, Inch'Allah Ta'ala, partager avec nous ses connaissances sur cette question épineuse. Et ensuite, Nabila, qui n'est plus à présenter, la fondatrice et directrice de l'organisme de formation Éduquez-moi, qui était déjà là lors de notre première émission spéciale durant le mois de Ramadan. Et aussi en duplex, nous allons recevoir Cheikh Aboubakr Bari, ancien imam de la mosquée de Castres, et qui est aussi enseignant dans 2 instituts théologiques en Angleterre et cofondateur du Dar Ulum Imam Malik. Alors, d'avance, je m'excuse s'il y a quelques problématiques techniques pour la réception avec justement Cheikh Aboubakr, et j'espère que nous allons pouvoir, Inch'Allah, profiter pleinement de ses connaissances et de l'apport qu'il pourra nous apporter, Inch'Allah Ta'ala, durant cette émission. Avant de commencer, on va vous diffuser la vidéo de Ami Hassan qui a plu à beaucoup de personnes, Inch'Allah Ta'ala. Donc, c'est une vidéo de toute façon qui est à voir et à revoir, Inch'Allah Ta'ala. Lorsqu'on l'avait reçu justement il y a 2 ans de cela et qui justement nous avait partagé lui aussi son expérience et les conseils qu'il a pu nous prodiguer durant cette vidéo. Et on vous retrouve, Inch'Allah Ta'ala, tout de suite après. Je rigole, vas-y. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je m'appelle Ami Hassan. J'ai 68 ans. Je suis d'origine maghrébine, tunisienne exactement. Je viens du sud de la Tunisie. Et je suis en France depuis une 50aine d'années. Marié, grand-père de 5 enfants. Et alhamdulillahi rabbil alamin. Je viens de Paris pour venir rendre visite à la communauté musulmane à Toulouse. Donc depuis une 30aine d'années, à peu près, je me suis engagé avec les jeunes de mon quartier et Allah Azza wa Jal m'a utilisé pour pouvoir être utile à beaucoup de jeunes qui étaient un petit peu dans une perte de vitesse au niveau de la compréhension de Din. Je n'ai jamais arrêté d'aimer ce travail-là, je n'ai jamais cessé de le promouvoir au niveau de tout le monde. Chaque fois que je vois une structure éducative, je soutiens cette structure pour qu'elle puisse continuer à perdurer dans le temps et à donner des fruits. Vous savez, l'éducation pour moi, c'est l'outil essentiel pour la réussite sociale dans la vie ci-bas et pour la réussite spirituelle pour l'éternité. L'éducation, le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit une formule. Si tu n'as pas de pudeur, la pudeur c'est l'éducation. Si quelqu'un il est éduqué comme il faut, il est pudique, eh bien fais ce que tu veux. Parce que c'est de là que ça va engendrer la suite positive ou négative. L'éducation, c'est la chose la plus importante dans l'esprit d'un père ou d'une mère qui veut faire réussir ses enfants. L'éducation, si lui-même il n'est pas éduqué, il ne peut pas transmettre une bonne éducation. Donc l'éducation, pour moi, c'est le cheval de bataille qu'il ne faut jamais négliger. C'est avant tout, pour moi, un maqsad, un but à atteindre dès la naissance, voire même avant la naissance
de l'enfant. L'éducation, c'est pour moi la chose la plus importante dans la vie de l'individu. Parce que pour moi, la génération future, c'est les jeunes de maintenant, ce n'est pas les vieux. Les vieux, ils ont fait leur vie, ils ont marqué leur empreinte. Tant bien que mal, alhamdoulilah, ils ont avancé bien comme il faut, parce que c'est à cause et grâce à Allah Azza wa Jal, mais à cause de ces vieux monsieur, de ces vieilles personnes, de ces vieilles dames qui sont venus du bled et qui ont consacré leur vie, qui ne savaient ni lire ni écrire, mais qu'ils ont mis tout en place pour que vous ne soyez pas des illettrés, vous ne soyez pas des ignorants. Ils ont des fois privé leur corps de nourriture pour que vous puissiez réussir. Pour moi, une école musulmane en France, c'est existentiel. Si tu ne la mets pas en place, tes enfants, ils vont réfléchir sans spiritualité correcte pour moi. Pour moi, nous sommes dans une structure, dans une société. Ça fait 50 ans que je suis là, j'ai tout vu. Ma grande fille, elle a étudié ici. J'ai fait entrer ma grande fille la première fois dans une école privée. À l'époque, il n'y avait pas d'école musulmane, c'était une école chrétienne privée. Le but, c'était quoi? C'était de choisir un bon moyen d'enseignement pour que mon enfant accède à tout ce qui est positif. La scolarité, l'école, est tellement importante qu'elle va laisser une empreinte pour le reste de ta vie. Si on ne met pas une école musulmane dans la structure sociale dans laquelle on se trouve, on laisse, à mon sens, notre enfant en manque de quelque chose. Inch'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que tout le monde comprenne ça, car si on ne le met pas dans ça, on va le regretter plus tard. On va se trouver avec plein de philosophies que l'enfant n'aura peut-être pas réussi à analyser, à traiter comme il se doit, parce qu'on ne lui a pas donné les atouts que nous donnons dans une école musulmane à un enfant. Et on lui laisse le libre arbitre de choisir ce qu'il veut, mais on lui ayant donné tout ce qu'il a besoin, spirituellement et corporellement. À mon sens, toutes ces structures-là, ça va devenir une responsabilité devant chaque personne, sur le chemin de chaque personne. Il faudrait qu'il se mette dans sa tête qu'est-ce qu'il va répondre à Allah Azza wa Jalla, Dieu le Tout-Puissant, Yawm al-Qiyamah, quand il va lui dire qu'est-ce que tu as fait pour la génération future. Il se doit de rendre compte. Kullu ibn Adam, chaque fils d'Adam est responsable. Kullukum ra'in, chaque fils d'Adam est un berger. Wa kullukum mas'oulun an ra'iyatihi. Vous êtes tous responsables sur votre bergerie. Le père, il est responsable sur sa femme et ses enfants. La femme est responsable sur son mari et ses enfants. Et nous tous, on est responsables sur cette, Inch'Allah, génération future. Ma petite sœur, il faut absolument que chacun de nous se réveille et prend ça à cœur. Il en fait son but, son existence, son maqsad, et pas autre chose. De retour sur l'émission spéciale sur le harcèlement scolaire Radio IPA. Alors, je vais laisser la parole sans plus tarder à Nabila. Alors Nabila, est-ce que vous pourriez justement, je sais que vous avez fait quelques interventions sur vos réseaux justement sur la question du harcèlement scolaire. Vous avez eu l'occasion de recueillir quelques témoignages de parents. J'aimerais bien que vous puissiez nous donner justement votre retour là-dessus. Oui, alors c'est vrai que après la mort de la jeune Alisha, comme on a beaucoup entendu parler ces derniers temps, ça a fait quand même beaucoup parler, ça a créé une grosse polémique, les conditions tragiques dans lesquelles elle est décédée. Et du coup, c'est vrai que moi, voilà, je réagis beaucoup sur Instagram et j'avais réagi sur ce sujet-là. Et j'ai eu énormément de retours et j'ai notamment eu des témoignages de parents d'enfants harcelés, de parents qui ont été eux-mêmes plus jeunes harcelés dans leur parcours scolaire. Et c'est vrai qu'en fait, c'est quand même, comme vous disiez tout à l'heure en introduction, c'est quand même un enfant sur 10 qui est concerné par le harcèlement. Après,
j'ai envie de dire Dieu merci, il y a différents niveaux dans le harcèlement. C'est-à-dire qu'on peut passer de l'enfant harcelé quotidiennement. Bon, on n'est pas là pour dire que ce n'est pas grave, ça reste quand même très grave parce que ça commence aussi comme ça. Évidemment. Donc on va avoir les enfants voilà, qui vont se faire un peu bousculer, qui vont se faire embêter en classe. Mais on se rend bien compte que là, ces derniers temps, on est quand même passé à un niveau bien plus supérieur. Tragique. Bien plus grave. Tragique, ouais. Dramatique. C'est ça, c'est pas normal qu'une jeune fille de 14 ans soit jetée dans la Seine et se fasse tabasser et soit jetée dans la Seine. Enfin, c'est quand même des scènes qui ne devraient pas exister. Bien sûr. Et donc on pense à la petite Alisha qui est morte dans des conditions très très tragiques. On pense à sa famille qui vit un deuil aussi très compliqué, la perte d'un proche, d'un enfant, et qui plus est en plus dans ces circonstances-là. Donc, mais on pense aussi à ces jeunes qui sont passés en quelques secondes ou en quelques minutes d'un jeune lambda, adolescent, peut-être un peu en crise, à un adolescent criminel qui risque de passer de nombreuses années derrière les barreaux. Et on pense aussi du coup aux parents de ces enfants-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qui ne va pas? À quel moment ils se sont loupés? Est-ce que c'est dans l'éducation qu'ils ont transmis à leurs enfants qu'il y a un réel problème? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'ils se sont vraiment loupés? Est-ce qu'ils se sont vraiment loupés? C'est ça, parce qu'au final, on peut donner le meilleur à notre enfant et on peut, je pense, comme je disais d'ailleurs dans mon intervention à la première radio qu'on avait fait ensemble, c'est que chaque parent donne le meilleur à son enfant, ou du moins est convaincu qu'il donne le meilleur à son enfant. Exactement. Donc quand il nous glisse entre les doigts ou quand il passe du mauvais côté, c'est très tragique. Mais voilà, il faut penser aussi que les parents de l'enfant harcelé ou de l'enfant harceleur sont des victimes. À un moment donné, eux aussi sont dans une souffrance, mais même l'enfant harceleur est dans une énorme souffrance, qui s'en rend compte maintenant ou qui s'en rend compte dans 10, 15 ou 20 ans. Parce qu'à un moment donné, il va se prendre la réalité en face, il va bien se rendre compte qu'il a ôté la vie de quelqu'un et qu'il doit vivre avec ça. Et quand on entend qu'un adolescent de 15 ans a poignardé, il avait 14 ans même, a poignardé une jeune fille parce qu'elle venait porter secours à sa sœur, et pareil, on voit qu'ils sont mis en prison, donc on se dit, bon, ben voilà, la justice sera faite. Oui, mais cet enfant, dans quelles circonstances il va se construire? Comment il va... L'adolescence, c'est quand même une période très importante où on a besoin d'avoir nos parents, nos proches, une figure d'autorité qui va venir nous cadrer, nous imposer ce fameux cas. Donc c'est sûr que c'est très très compliqué de se dire que cet enfant-là, il va devoir grandir et se forger en prison. Et même pour les parents, ils ont leur enfant de 14-15 ans qui a tué quelqu'un. Donc on passe aussi à cette fameuse étiquette que la société va nous coller. Et la culpabilisation, forcément. Exactement, la culpabilité de se dire, bon, mais mince, quoi, c'est mon enfant, c'est mon petit garçon, qui a tué quelqu'un. Enfin, c'est fort quand même. Donc, bon, ça, c'est des cas quand même très extrêmes dont on entend beaucoup parler ces derniers temps parce que voilà, c'est très choquant. Donc, forcément, voilà, on en parle beaucoup. Mais après, il y a aussi d'autres enfants qui vivent dans une souffrance énorme. Je pense notamment à Jonathan Destin, qui avait d'ailleurs son histoire était, ils en avaient fait un film. Il avait été tellement harcelé parce qu'il était en surpoids et que voilà, physiquement, c'était aux yeux de ses camarades, pas le plus beau des garçons. Et du coup, il a voulu s'immoler. Donc c'est quand même, notre psychologue, elle pourra nous en parler après, mais la façon dont il a voulu se suicider, elle est quand même très forte. Il s'est mis de l'essence ou un produit en tout cas qui allait prendre feu pour après s'immoler. C'est fort. Il est resté avec des cicatrices très très violentes. Bon, maintenant voilà, il est devenu militant de ça. Donc voilà, on va dire qu'il utilise cette image-là qui peut être choquante, mais aussi pour sensibiliser, pour montrer que ça existe vraiment et qu'il faut faire quelque chose. Alors c'est triste, on n'a pas, même le gouvernement a essayé maintes et maintes fois de mettre en place des choses, de faire en sorte que ça s'arrête. On est arrivé où, là, je lisais justement les articles sur Alisha, sur la maman de Marjorie. Il y a notamment Nora Fraisse qui a fait un livre sur sa fille Marion, 13 ans pour toujours. Et cette petite fille-là, et j'ai beaucoup aimé sa maman, comment elle explique, c'est que, comme pour symbole, en bas de la corde, parce qu'elle s'est pendue, il y avait son téléphone portable. Et donc, c'était vraiment, en fait, pour montrer l'impact des téléphones portables, des réseaux sociaux. Ouais. Et c'est ce qui revient tout le temps.
Dans la mort d'Alisha, c'était quoi? C'était des photos sur Snapchat. Dans la mort de Marjorie, c'était sa petite sœur qui se faisait embêter sur la toile. Enfin, après, voilà, l'harcèlement, avant, ça évolue avec l'ère et avec nos générations. Mais à un moment donné, c'est quand est-ce que ça va s'arrêter? Quand est-ce que cette ampleur-là, en fait, enfin, quand est-ce qu'on va réussir à sensibiliser nos jeunes? Et il ne faut pas oublier qu'il faut les éduquer par rapport aux réseaux sociaux aussi. C'est quand même très important. On ne peut pas voilà, donner le dernier smartphone à notre enfant de 12 ans et lui dire, bon, allez, vas-y, inscris-toi. Enfin, je suis un bon parent, je suis un parent qui surfe sur la vague de l'actualité. Je suis pas un mauvais parent, je vais laisser mon enfant utiliser l'ordinateur, utiliser le smartphone, mais sans aucun contrôle derrière, parce que des fois justement on veut pas passer pour un parent qui bloque tout, parce qu'en même temps aussi, c'est aussi une question qui revient souvent. Moi je me la pose en tant que parent justement. Finalement je donne le portable à mon enfant, mais ok, très bien, il faut l'utiliser avec bienveillance. C'est bien beau de le dire en théorie, mais en pratique, comment on peut se débrouiller pour éviter justement de tomber dans ce genre de problématique? Après, voilà, c'est la question qui revient souvent. Parce que, comme vous disiez, on veut donner le téléphone à notre enfant parce qu'on ne veut pas non plus qu'il se retrouve dans une certaine différence par rapport aux autres. Qui peut générer finalement une autre forme d'exclusion. Exactement. Donc là, on rentre encore dans une espèce de cercle vicieux qui devient aussi compliqué. Parce que pourquoi lui ne l'a pas? C'est très compliqué. Mais après, il faut simplement s'éduquer nous, déjà en tant qu'adultes par rapport aux réseaux sociaux, mais aussi éduquer nos enfants. Il faut aussi, mais c'est pas en soi, dans le harcèlement scolaire, c'est pas que pour les réseaux sociaux, c'est vraiment dans chaque comportement. C'est si tu vois que ton camarade se fait embêter, tu n'as pas à rigoler. Enfin, va voir ton camarade, demande-lui s'il va bien. Et même si les autres se mettent contre toi, et même si toi, au moins, tu seras parti voir ton camarade, même si c'est pas ton meilleur copain, parce que c'est pas normal, c'est injuste. Tu ne peux pas le laisser se faire humilier. Il faut avoir le courage finalement de braver justement le jugement des autres, pour essayer de dire, voilà, stop, il y a une injustice qui est en train de se faire. Au début, ça paraît anodin, mais ça peut avoir des conséquences dramatiques. On l'a vu et on l'a dit, et vous l'avez très bien rappelé pendant l'actualité, à cause de l'actualité, justement. Mais effectivement, malheureusement, ce qu'on peut constater, c'est que le harcèlement scolaire peut avoir des formes et peut prendre des apparences qui, au départ, sont très anodines, mais il y a quand même une souffrance qui est derrière. À la fois, vous parliez tout à l'heure de la souffrance de l'enfant qui est victime, bien sûr, du harcèlement scolaire, mais aussi de la souffrance de celui qui est à l'origine du harcèlement. Ouais. Et ça, c'est vrai que, malheureusement, on aura tendance, effectivement, et c'est tout à fait normal, de pointer, effectivement, les camarades ou l'attention, effectivement, vers la personne qui est, donc, victime du harcèlement, mais on oublie souvent la personne qui est à l'origine du harcèlement, justement. Donc, si vous me le permettez, je voulais juste faire intervenir Soumia sur cette question-là. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire par rapport à cette vision qu'on a, qui, parfois, on a tendance à, effectivement, tout de suite regarder la victime et à oublier, justement, celle qui, enfin, entre guillemets, je ne vais pas l'appeler bourreau, parce que ça serait peut-être un mot un peu fort, mais celle qui est à l'origine du harcèlement. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire là-dessus ? Alors, moi, personnellement, dans ma formation, j'ai suivi un cursus où je travaille beaucoup avec les systémies familiales. Et du coup, dans la systémie, ce qu'on apprend, c'est qu'il n'y a pas de bourreau, il n'y a pas de victime, mais que tout le monde a raison. Et en fait, ce qu'il faut travailler, c'est la relation. Ce qu'on sait déjà entre un agresseur et une victime, du moins dans le cadre d'harcèlement scolaire, ce qui se passe, c'est que les deux, même s'il n'y a pas de profil type, on sait que les deux, ils ont une estime de soi qui est plutôt fragile. Parce qu'il ne faut pas oublier que le harcèlement scolaire, au début, c'est des petites brimades, des petites moqueries, et ça va crescendo, en fait, jusqu'aux issues qu'on a entendues ces derniers temps. Voilà, ça commence toujours par des petites choses, en fait. Mais ce qui se passe, en fait, c'est que la personne qui commence par se faire harceler, elle est d'abord dans une incompréhension de la situation. Se remet en question, qu'est-ce que j'ai fait moi pour mériter ça? Parce qu'en fait, dans le fond, au départ, il n'y a rien qui justifie ça. Mais l'enfant, si déjà il a une estime de lui-même qui est faible, va se remettre en question, essayer de savoir, de chercher, mais mince, mais pourquoi ça m'arrive à moi? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai de différent? Il ne faut pas oublier que ce soit l'enfant en primaire ou l'adolescence, mais c'est encore plus vrai pour les adolescents, l'enfant veut faire partie d'un groupe. Et justement, quand il est victime de harcèlement, il est rejeté, il est souvent isolé. Et cet isolement-là va le mettre dans une position embarrassante parce que plus il se remet en question, et il se dit mince, mais pourquoi ça m'arrive, qu'est-ce que j'ai fait, etc. Pour lui, c'est de sa faute. Plus l'agresseur, en fait, se trouve légitime dans sa posture. Et donc, en fait, sans s'en rendre compte, les deux vont nourrir cette relation. Et du coup, ça va aller de plus en plus loin, de plus en plus loin, de plus en plus loin. Je ne vais pas dire que l'enfant qui est victime, c'est de sa faute, tu l'aurais dû se défendre, pas du tout. Parce qu'il est aussi victime de ses propres agissements, de sa propre perception du monde, etc. Et en même temps, la personne qui est du coup agressive à ce moment-là, elle rentre aussi dans un rapport de domination.
Et donc du coup, au départ, quand on fait partie d'un groupe, se sentir avoir du pouvoir et dominer, ça donne une figure un peu de leader. Et vous savez bien qu'à l'adolescence, ce qui marche bien, c'est le fait de faire rire un peu tout le monde, de se moquer un peu des autres, etc. Donc en fait, au début, je pense qu'ils ne se rendent pas compte de la portée des mots et de la portée de leurs actions. Parce que souvent, quand on entend le témoignage, comme elle dit tout à l'heure, de personnes qui ont été agresseurs, ils se disent, mais mince, en fait, je pensais pas que ça allait aussi loin. J'ai écouté le témoignage d'une jeune fille qui a été harcelée pendant tout son collège, qui est tombée dans l'anorexie parce que c'est à cause de son poids, et qui racontait que bien des années plus tard, en fait, quand ils ont su qu'elle était tombée dans l'anorexie, l'agresseur, on va dire le chef de bande, est venu lui présenter ses excuses en lui disant, ah, je suis vraiment désolée, arrête, en gros, sois plus anorexique, ça a été beaucoup trop loin. Elle a dit, sur le moment, elle a dit, non, mais t'avais raison, c'est vrai, j'avais des problèmes de poids, donc... et avec le recul, elle se dit, ouais, ces excuses-là m'ont quand même fait du bien. Mais on voit bien que dans cette situation, on se rend compte qu'il y a un problème, que la personne qui est en position d'agresseur ne se rend pas compte des impacts de ses agissements et qu'il est nécessaire, en fait, de faire en sorte de retravailler les relations, en fait. Mais ce qu'elle disait, Nabila, aussi tout à l'heure, c'était super important, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'empathie. En fait, si vous voulez, pour essayer de se sortir un peu de tout ça, il faut travailler la gestion des émotions, c'est-à-dire savoir la personne, qu'est-ce qu'elle ressent en fait. C'est souvent de la colère qui est déplacée aussi. Qu'est-ce qui fait que je suis dans cet état de colère et que je veux m'en prendre au monde? Il faut beaucoup travailler avec les enfants l'empathie. Ce qu'a dit Nabila, c'est super intéressant. Apprendre à l'enfant à se mettre à la place de l'autre. Tu aimerais toi qu'on se moque de toi? Tu aimerais toi qu'on dise ça de toi? Mais le problème, c'est que on parlait des témoins. Les témoins, ils ont du mal à participer. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, si je me range du côté de la victime, je peux être moi aussi une victime. Exactement. Et en même temps, je vais être exclue du groupe. Or, les enfants, à ce moment-là, ils veulent faire partie du groupe. Donc, c'est vraiment une dynamique très complexe, en fait, qu'il faut démêler petit à petit. Et c'est très compliqué parce que les enfants, ils n'acceptent pas l'intervention des adultes. Parce qu'un enfant qui est harcelé, s'il va demander de l'aide à l'adulte, finalement, il se replace encore plus en position de victime, en position de « je ne peux pas me défendre tout seul ». Donc, je mérite encore plus mon harcèlement. Vous voyez, c'est vraiment un embrigadement de plusieurs choses. D'accord, oui, c'est vrai que sur cette question, justement, moi j'aimerais bien qu'on puisse développer sur peut-être les moyens, on y viendra plus tard, sur les moyens de casser justement cette fameuse dynamique un peu pernicieuse, un peu vicieuse, parce que par expérience, en tant que responsable justement de vie scolaire au sein de l'Institut privé Alif, nous on a pu constater parfois, justement, on n'a pas constaté, on a eu des fois des retours de parents qui nous ont dit voilà, j'ai un enfant qui est en souffrance, des fois il est là, la nuit, il dort pas, il est en train de pleurer, donc est-ce que vous pouvez me dire quelque chose? Et nous, des fois, on est un peu embêtés parce qu'on ne sait pas quoi leur répondre, parce que nous, ici, tout se passe très bien généralement, c'est-à-dire que l'enfant, généralement, ça va bien, en apparence en tout cas, puisque visiblement, il y a des choses qui ne vont pas. Donc, on va, si vous me le permettez, on va avoir l'occasion de développer ça tout à l'heure. J'aurais bien aimé donner la parole à Abou Bakr, Inch'Allah, Cheikh Abou Bakr, s'il nous entend et si le duplex fonctionne bien, s'il n'y a pas de souci technique. Salam alaikum Abou Bakr. Est-ce que vous nous entendez? Alors, on va juste faire une petite pause et on revient tout de suite après, Inch'Allah ta'ala. On dit vous soutenez depuis de longues années déjà ou vous nous soutenez? Assalamu alaikum la Ummah. J'espère que vous allez bien. Avec d'autres élèves de l'IPA, on s'est engagé à être ambassadeur de l'école parce que nous sommes les mieux placés pour vous parler de notre établissement. On a même organisé un concours entre élèves pour se challenger. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de vous présenter l'IPA. Vous nous soutenez déjà depuis de longues années. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore l'IPA, je vous invite à vous rendre sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Tous les liens sont en description de la vidéo. Si vous êtes partant, nous vous proposons à vous aussi d'être ambassadeur de notre école. Pour cela, nous vous avons confectionné des kits. À l'intérieur, vous trouverez une carte de visite pour vous présenter en tant qu'ambassadeur de l'IPA. Une dizaine de dépliants, des informations pratiques et un petit marque-page qui accompagnera votre lecture. Avec ce kit, vous aurez les outils nécessaires pour présenter au plus grand nombre l'IPA. Votre objectif sera de présenter ce projet à 10 personnes parmi les membres de votre famille, de votre cercle d'amis, proches ou connaissances, et d'obtenir de leur part 10 € chacun. Attention, on parle d'un don unique. Pas de prélèvement bancaire. D'où que vous soyez, vous pouvez remplir cette mission d'ambassadeur. On peut vous envoyer les kits partout en France par la poste. Et on peut même vous faire une petite formation par téléphone. La Oumma, on compte sur vous pour nous rejoindre et partager notre publication. Nous, on se remet au travail. On a tous ces kits à finir de préparer et à distribuer.
De retour sur notre émission spéciale consacrée au harcèlement scolaire, je laisse tout de suite la parole à Cheikh Abou Bakr qui va pouvoir, Inch'Allah, nous éclairer et nous apporter justement ses connaissances sur l'aspect religieux de cette problématique-là. Cheikh Abou Bakr, vous nous entendez? Oui, je vous entends très bien. Barakallahu fek, je vous laisse la parole. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته البررة الميامين أما بعد. Donc, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu à tous les auditeurs, quel que soit le moyen par lequel vous êtes connectés, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, d'abord, avant d'entamer ce sujet, qui est un sujet qui est très, très, très important pour nous, musulmans en particulier, et surtout nos élèves et étudiants dans toutes les écoles musulmanes en particulier, et même dans les écoles qui ne sont pas musulmanes, on se doit de penser à ceci. D'abord, Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans le noble Coran, « Innamal mu'minuna ikhwa » Les croyants ne sont que des frères. Les croyants ne sont que des frères. L'imam Al-Qurtubi, rahimahullah, dans son tafsir, il a dit une chose qui est très pertinente. Il a dit, il y a la preuve dans ce verset-là que que la fraternité religieuse est plus pertinente, plus forte que la fraternité de sang ou de parenté. Subhanallah. Donc c'est plus fort, c'est plus pertinent. Dans deux hadiths même différents, et même on peut trouver d'autres hadiths là-dessus, Nabi Sallam a confirmé cela avec ses propos à lui, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, al-muslimu akhul muslim. Donc Nabi Sallam a utilisé même le terme musulman. Le Coran, c'est innamal mu'minuna ikhwa, les croyants ne sont que des frères. Dans le hadith, Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit al-muslimu akhul muslimi, le musulman est le frère du musulman. Donc, ce qui prouve que notre fraternité est une fraternité qui est la plus forte, c'est la fraternité la plus importante. Et sachant que toute fraternité et toute amitié ou toute relation, si elles ne sont pas faites pour Allah subhanahu wa ta'ala, elles ne sont pas pour avoir la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela se transformera en animosité le jour de la résurrection. Et ça, c'est dans le verset de Surat Zukhruf, l'ornement. Allah subhanahu wa ta'ala dit Al-akhillahu yawma idhin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin, que la fraternité ou les gens qui se croyaient frères seront, ça se transformera en animosité sauf pour les pieux, sauf pour ceux qui ont craint Allah. L'imam Ibn Kathir nous dit ici une chose qui est très importante. Il dit kullu sadaqatin wa sahabatin li ghayri Allahi فإنها تنقلب يوم القيامة عداوة إلا ما كان لله فإنه دائم بدوامه. Que toute amitié ou toute relation fraternelle ou amitié ou compagnie qui est autre que pour Allah se transformera en animosité, sauf ce qui est pour Allah. Car la relation pour Allah est éternelle, car Allah lui-même est éternel. Donc sachez que nos relations ici dans ce bas monde, parce que nous sommes musulmans, nous sommes des frères et sœurs en Allah, cette relation-là est éternelle. Donc pour cela, le musulman doit se comporter de la façon la plus belle. Le bon comportement partout, avec tout le monde, et particulièrement en milieu scolaire, est vraiment un curseur de la foi. Parce que les gens pensent que le bon comportement, c'est seulement une option. Non, le bon comportement est lié à la foi. Le hadith de l'imam, que l'imam Tirmizi, rahimahullah, a rapporté, un hadith authentique, que le Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum linisa'ihim. Que le croyant qui a la foi la plus complète est celui qui a le comportement le plus beau, ou celui qui a les mœurs les plus belles. Et les meilleurs parmi vous sont ceux qui ont le meilleur comportement envers leurs épouses. Imaginez-vous que Nabi sallallahu alayhi wa sallam ici parle de la perfection de la foi. Donc le musulman qui a la foi la plus complète est celui qui a les mœurs les plus belles. Donc ce qui veut dire que le musulman doit améliorer ses mœurs. Plus ses mœurs sont belles, cela prouve de la perfection de sa foi.
Donc, ce n'est pas une histoire d'option, je me comporte bien. C'est une option? Non, ce n'est pas une option. C'est vraiment une question de iman, une question de foi. Donc, pour un peu plus détailler ce sujet-là, vous savez, en milieu scolaire, on est souvent voilà, confronté à plein de mauvais comportements. Malheureusement, souvent, on le met sur la jeunesse, on se dit parce qu'ils sont trop jeunes ou parce qu'ils sont encore pas très mûrs, ainsi de suite. Mais le bon comportement s'apprend dès le bas âge. Vous savez, comme le poète il a dit, Innal rusuna idha qawwamta i'tadalat. Les tiges, quand tu les redresses et quand tu les mets droits, ces tiges-là resteront droits. Walan taquma idha qawwamtaha al-khushabu. Et mais quand elles deviennent des troncs, on ne peut plus les redresser, on ne peut plus les mettre droits. Donc ça veut dire que le bon comportement s'apprend lorsque on est encore petit. On est comme une tige, car le tempérament d'un enfant, d'un élève, est un tempérament de tige. C'est flexible. Donc c'est le moment de recadrer, de rediriger vers les bonnes mœurs, vers le bon comportement. Et pour terminer, si nous regardons par exemple dans les livres même de fiqh, subhanallah, pourtant les livres de fiqh sont les livres qui nous parlent de la jurisprudence, comment faire les ablutions, comment faire la prière, ainsi de suite. L'un des livres les plus connus dans l'école malikite et les plus enseignés, hein, qui fait partie de B.A.B.A. de l'école malikite, hein, c'est le premier niveau hein, dans l'école malikite, c'est Al-Akhdari. C'est Al-Akhdari, hein, qui est connu de tout le monde, je pense. Donc dans ce livre-là, juste avant d'aborder les sujets même des ablutions, de la prière et ainsi de suite, il a abordé le comportement d'abord. Pourtant, le livre, c'est un livre de fiqh. Mais il a abordé le comportement, parce que le comportement est très important en islam. Donc, il dit par exemple dans ce livre-là, وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ الْكَذِبُ وَالْغِيبَةُ وَالنَّمِيمَةُ وَالْكِبْرُ وَالْعُجْبُ وَالرِّيَاءُ, qu'il est interdit de mentir, de médire les gens, ce qu'on appelle al-ghiba, de colporter les propos hein, désobligeants des gens les uns sur les autres afin de s'aimer la discorde. C'est ce qu'on appelle al-namima. Il interdit aussi l'orgueil, qui sont les péchés du cœur, hein, l'ostentation, comment on appelle ça, ou afficher ses bonnes œuvres afin de gagner le respect des gens ou l'estime des gens, ainsi de suite, ce qu'on appelle ar-riya, ou faire ostentation de ses actes, ainsi de suite. Mais il continue en disant, aussi il lui est interdit quoi? Al-hamzu, wal-lamzu, wal-abathu et was-sukhriyatu. C'est-à-dire, il lui est interdit de dénigrer les gens par la parole, ou même par les gestes, ou même par les mimiques. Il est interdit, subhanallah, de la manière dont la médisance est interdite, le mensonge il est interdit, il est aussi interdit, et ça c'est très important de le savoir parce que souvent on minimise cela, il est interdit de dénigrer les gens par la parole, ce qu'on appelle hamz, il est interdit aussi par les gestes, ce que certains savants ont traduit comme lamz, il est aussi interdit, comment dirais-je, de se moquer des gens, Et ça, c'est le Coran qui parle. Vous connaissez tous Surat al-Humaza, le calomniateur ou le diffamateur. Allah Azza wa Jalla, le premier verset, dit « Wailun li kulli humazatin lumaza ». Donc, malheur à tout calomniateur, diffamateur. Donc, calomniateur, diffamateur. Donc, si on regarde par exemple dans le tafsir, les ulama disent cette phrase-là, ce verset, c'est soit une affirmation, c'est soit une invocation. Malheur à tout calomniateur, diffamateur, c'est une affirmation, ou bien c'est une invocation. Invocation, c'est-à-dire que le malheur d'Allah s'abat sur tout calomniateur, diffamateur. Et quand on va plus loin dans le tafsir, c'est deux mots qui ont été utilisés, deux termes, humaza, lumaza. Donc, certains disent que ce sont des synonymes, d'autres disent que ce ne sont pas des synonymes. Par exemple, Ibn Kathir, il dit Al-Hammaz, c'est celui qui se moque. Écoutez bien, celui qui se moque, celui qui dénigre par la parole. Et Al-Lammaz, c'est celui qui se moque, qui dénigre par l'action. Donc, les deux là sont maudits. Ou les deux là, comment dirais-je, sur eux, la malédiction d'Allah, ou bien ces deux-là sont dans le malheur direct. C'est-à-dire que malheur à tout calomniateur, diffamateur. Donc, vous voyez, ce n'est pas une question
de plaisanterie, mais c'est une question qui est plus profonde que cela. Ça va jusqu'à dans le malheur. Et vous savez, tout péché qui est suivi d'un malheur, c'est un grand péché. Ça, c'est une règle pour différencier les grands péchés des petits péchés. Il y a aussi ce facteur-là. Et ensuite, si on continue un peu dans le tafsir, cela nous montre que ces deux catégories de personnes, et Allah a mis ces deux termes, il y a une adjonction entre ces deux termes-là. Donc, l'adjonction de ces deux termes renforce la mise en garde d'Allah contre le fait de se moquer d'autrui. Donc, Homaza, Lomaza. Donc, l'adjonction de ces deux termes renforce la mise en garde d'Allah subhanahu wa ta'ala contre le fait de se moquer d'autrui, de dénigrer autrui par l'action, comme la mimique par exemple, ou par même les yeux, ou par les yeux, ou même par le signe, ou même de se moquer par la parole. Et il y a le verset coranique qui est clair là-dessus, où Allah Azza wa Jal interdit de se moquer. Ya ayyuhalladhina amanu la yaskhar qawmun min qawmin asa an yakunu khayran minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khayran minhunna. Ça c'est surat Al-Hujurat, le verset 11. Allah dit au vous qui avez cru qu'un groupe ne se raille pas d'un autre groupe ou ne se moque pas d'un autre groupe, et qu'un groupe de femmes aussi ne se moque pas d'un autre groupe. Il se pourrait que ceux dont on se moque soient meilleurs que nous. Vous voyez, ce sont les versets coraniques. Donc, se moquer, quelle que soit la façon, par l'action, par la mimique, par les yeux, et même par la parole, tout ça, ce sont des actes qui sont interdits et qui, malheureusement, font souvent des dégâts dans nos écoles, et souvent les jeunes, nos jeunes étudiants et élèves minimisent ces choses-là. Et aussi, il est interdit même de regarder son frère musulman avec un regard de dénigrement, un regard avilissant. Hein. Le musulman se doit d'être humble envers tout le monde. Le musulman se doit d'avoir le meilleur comportement. Et je termine avec la parole de Malik ibn Dinar, rahimahullah, un des tabi'in, qui est décédé à l'an 131 de l'Égypte. Donc il dit Al-mu'minu kal-lu'ati. Le croyant, c'est comme une perle. Haythuma kanat husnuha ma'aha. Partout où tu mets une perle, elle est avec sa beauté et sa splendeur. Donc le musulman, le croyant, c'est une perle. Partout où il se trouve avec sa beauté, avec sa splendeur. Donc qu'il soit à l'école, qu'il soit dans la rue, qu'il soit à la maison, il doit rester cette perle dont Malik ibn Dinar, rahimahullah, nous a parlé. Donc Allah donne la compréhension et nous encourageons nos jeunes à avoir le meilleur comportement, les meilleures mœurs, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour terminer, une chose qui m'avait un peu échappé, vous savez que la réussite dans les études et même dans la vie d'un musulman est beaucoup liée à son comportement. Il y a un poème perse, qui dit Ba adab ba nasib, be adab be nasib, bad adab bad nasib. C'est un poème perse. Donc ça veut dire Ba adab ba nasib, celui qui a le bon comportement aura une bonne réussite, il réussira. Be adab be nasib, mauvais comportement, échec. Ça veut dire échec. Bad adab bad manasib, celui qui a un comportement exécrable, vraiment, donc sa fin aussi sera comme ça, une mauvaise fin. Donc il faut avoir le bon comportement pour pouvoir réussir. On a vu des élèves qui sont hyper intelligents, mais qui avaient le mauvais comportement, qui n'ont pas réussi. On a vu des élèves qui avaient un peu de difficultés ou beaucoup de difficultés, mais Inch'Allah ta'ala, avec le bon comportement, Allah les a fait réussir. Qu'Allah nous donne la compréhension. Subhanakallah wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fik, jazakallahu khair. Cheikh Abou Bakr, merci encore pour cette intervention très très intéressante et très enrichissante. Merci pour ces rappels très bénéfiques. Malheureusement, le temps nous est un peu trop parti. On aurait bien aimé, alhamdulillah, vous écouter encore plus longtemps sur ce sujet-là. Mais alhamdulillah, on aura l'occasion, je l'espère, de vous retrouver à nouveau dans d'autres émissions où on pourra, Inch'Allah, et on aura tout le plaisir de vous faire intervenir. Je rappelle donc que vous êtes enseignant et imam, donc ancien imam de la mosquée de Castres, enseignant dans 2 instituts théologiques en Angleterre, ainsi que cofondateur de l'institut théologique Imam Malik, qui va donc débuter les cours en septembre, Inch'Allah ta'ala. Je crois même que durant le mois de Ramadan, vous avez lancé une cagnotte justement pour récolter des fonds
afin de pouvoir lancer donc l'Institut théologique pour le mois de septembre. C'est bien ça, Cheikh Aboubakr? Cheikh Aboubakr, vous m'entendez? On a perdu Cheikh Aboubakr, je crois. J'ai du mal à obtenir un retour de sa part. Donc, visiblement, les aléas du direct, comme je le disais tout à l'heure, on s'en excuse, Inch'Allah Ta'ala. Donc, je rappelle qu'il y a eu donc, pour l'imam, pour Cheikh Aboubakr, donc, un institut de formation théologique qui débute en septembre, Inch'Allah Ta'ala. Il y a une cagnotte qui a été lancée. Vous pouvez normalement la retrouver. Donc, c'est Dar Ulum Institut Imam Malik, Inch'Allah Ta'ala. Pour ceux qui sont intéressés, donc il y aura même des cours, donc j'en parlais avec lui tout à l'heure, il y aura même des cours qui seront lancés en ligne. Les cours en présentiel seront en Angleterre, donc pour ceux qui ont l'intention d'aller s'installer en Angleterre, ça sera une bonne opportunité. Pour ceux qui restent en France, Inch'Allah Ta'ala, ça sera l'opportunité de pouvoir suivre des cours avec Cheikh Aboubakr, du coup, via Internet, Inch'Allah Ta'ala. Donc les inscriptions ont débuté. N'hésitez surtout pas à vous renseigner. On pourra vous donner des informations supplémentaires par l'intermédiaire du Cheikh Aboubakr. Barakallahu fik Cheikh Aboubakr, jazakallahu ankoula khair. Si vous m'entendez, si on a du mal, si on vous a perdu, qu'Allah vous récompense pour cette intervention. Je reviens vers vous, Nabila et Soumia. Alors, on a parlé effectivement de pas mal de choses. Malheureusement, c'est vrai qu'on ne pourra pas rentrer trop en détail sur pas mal de problématiques, même si effectivement c'est un sujet qui est extrêmement intéressant et qui est nécessaire. Et ça serait bien, peut-être que ça sera l'objet, ça fera l'objet peut-être d'une deuxième émission, d'une autre émission, Inch'Allah Ta'ala. J'aimerais savoir, alors, tout à l'heure on parlait, Soumia, effectivement de la problématique en soi, des souffrances qui peuvent être générées à la fois chez le harceleur et à la fois, bien sûr, chez la victime. Au niveau des conséquences, est-ce que vous pourriez nous donner un peu plus d'explications, s'il vous plaît? Généralement, les personnes qui ont été harcelées, elles vont développer, enfin, elles ont déjà une estime d'elles-mêmes qui est faible. Donc l'estime de soi, je ne vais pas rentrer dans les détails, ça ne servira à rien, mais en gros, ça repose sur 3 piliers essentiels, qui est en fait l'amour de soi, le fait de se sentir capable de faire des choses et le fait d'avoir de la valeur. Donc en fait, on voit bien comment, en fait, quand on est harcelé, on se sent pas aimé, on se sent pas avoir de la valeur et on se sent pas capable de faire des choses. Donc déjà ça c'est très compliqué, surtout que l'estime de soi c'est un super pouvoir dont on a besoin pour se lancer dans des projets, pour pas avoir peur de l'échec, pour être à l'aise avec les relations. Ça crée ce qu'on appelle une blessure de rejet. Donc souvent les personnes comme elles se sont senties rejetées à une période de leur vie, si elles ne règlent pas tout ça, plus tard dans les relations sociales qu'elles vont avoir avec les autres, elles vont toujours interpréter des choses anodines qui pourraient se passer entre nous sans qu'on y porte une interprétation difficile ou douloureuse parce que nous sommes des personnes qui n'auront pas vécu ce traumatisme-là, mais elles vont se sentir d'office rejetées. Un exemple, un groupe de filles, elles vont manger que 2, l'autre elle vient pas. Elle va la prendre, ah ben en fait elle m'a rejetée, ah elle m'a mise de côté, ah mais en fait elle pense pas à moi, etc. Bon, c'est pour faire un exemple un peu bateau, caricatural. Mais non, ça arrive, par expérience, je vous confirme, c'est des exemples qu'on a au quotidien. Voilà, c'est juste pour comprendre, alors qu'en fait on pourrait simplement se dire, ah ben elles avaient envie de passer un moment entre elles, c'est pas grave, la prochaine fois il se peut que ça soit moi, ou etc. Donc ça c'est des choses dont qu'il faut régler en fait. Mais je voulais revenir aussi sur ce dont tu as parlé, Nabila, tout à l'heure, parce que c'était intéressant quand tu as parlé de Jonathan Destin, c'est ça? Oui, Jonathan Destin, ouais. Quand tu disais, il s'est immolé par le feu et il n'a pas choisi ça de façon anodine, oui. Il a dit dans son reportage, le jour où j'ai brûlé mon cœur. Il y avait tellement de souffrance qu'il voulait en finir. D'ailleurs, c'était le titre du film, subhanallah, c'est ça. Le titre du film qui a été diffusé du coup sur TF1, c'était Le jour où j'ai brûlé mon cœur. Voilà. D'accord. Et toi qui as recueilli plus d'informations, parce que des personnes qui se suicident, comme celle que tu as dit là, Marion, je crois, oui, elle s'est suicidée et c'est pas la seule. Certains enfants, ils en arrivent au suicide parce que la souffrance, en fait, elle est telle qu'ils veulent juste que ça s'arrête et ils pensent au suicide, en fait, comme un repos. Mais peut-être que toi, tu aurais plus de choses à apporter. Après, moi, les parents, les mamans, donc les reportages que j'ai pu voir ou les témoignages que j'ai pu recueillir, notamment sur la question du suicide, c'est vrai que souvent, et c'est ce qui revient quand même beaucoup, malheureusement, mais après, c'est aussi la personne qui est réellement suicidaire va aller droit au but et ne va pas en faire la publicité pendant des mois et des mois. Donc bien voilà, sûr. Elle va faire ce qu'elle a à faire. Et il y avait la maman d'une petite fille aussi, sa fille avait 11 ans quand elle s'était suicidée, et elle disait qu'en fait,
oui, elle s'était plainte plus ou moins de chamaillerie, mais vraiment les mots qu'employait la maman, ils étaient forts parce que on voyait que elle n'y avait pas. Attention. Oui, mais c'était naturel. C'est que vraiment comment sa fille pouvait lui rapporter ou comment l'équipe pédagogique pouvait rapporter ça quand la maman se posait des questions. C'était vraiment non, mais bon, voilà, vous connaissez, c'est la rentrée en 6e et puis elle a 11 ans. Voilà, c'est le temps que les habitudes se fassent, etc. Et la maman, elle pleure toutes les larmes de son corps en racontant parce qu'elle dit, en fait, je me suis rendu compte de la gravité une fois que ma fille était passée à l'acte. Et du coup, malheureusement, une fois qu'il était trop tard. Donc, à un moment donné, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant que professionnels de l'éducation ou en tant qu'équipe pédagogique dans un établissement, en tant que parents aussi, pour ne pas en arriver là. Parce que bien sûr, tout à l'heure, je parlais des adolescents qui en tuent d'autres, mais les adolescents se tuent aussi eux-mêmes. Donc, on en arrive quand même à quelque chose d'extrême. Parce qu'une fois que la mort est là, une fois que l'enfant est parti... C'est un point de non-retour, c'est complètement... il reste que la souffrance, le chagrin, le deuil, et se dire, mince, il faut faire quelque chose pour arrêter le harcèlement scolaire, oui, mais quoi? Et c'est là, en fait, qu'il y a un gros point d'interrogation, et où, en fait, on essaie tous de trouver des solutions, essayer de comprendre, mais vraiment, ce que je tiens surtout à dire par rapport à ça, c'est que c'est un travail d'équipe entre les parents et l'équipe pédagogique. C'est-à-dire que le parent peut remarquer certaines choses, l'équipe pédagogique peut en remarquer d'autres, chacun peut se dire que ce n'est pas bien grave, mais ça sera vraiment l'addition des deux et vraiment le témoignage de chacun qui pourra faire qu'on se rendra compte qu'il se passe peut-être quelque chose. Parce qu'il y a aussi ces enfants sur lesquels on se dit, bon, il est bizarre et tout, il est souvent tout seul, ou enfin voilà, il y a quand même quelque chose de particulier, etc. Et l'enfant, quand on va lui poser la question et qu'on va lui dire est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il dire non, tout va bien. Justement pour pas en arriver à se dire je suis encore une victime, je vais encore me positionner en position de victime, je vais encore demander de l'aide. Et c'est là du coup qu'il y a un souci et on le voit pas. Et surtout que l'enfant, lui, ce qu'il veut, c'est faire partie du groupe. Ouais. Malgré le fait qu'il soit harcelé, il veut faire partie du groupe. Donc s'il les dénonce, c'est comme si en fait il mettait une croix sur le groupe dont il veut faire partie. Il y a beaucoup ça aussi dans le harcèlement scolaire. Mais en fait, la culpabilité des parents, elle est forte. Mais après coup, je dis souvent aux parents qui portent une culpabilité forte, que ce soit dans les personnes que je reçois au cabinet ou autre, c'est facile après coup de remettre les choses en perspective. Voilà, les choses en perspective, de recomposer peut-être, se dire mince, mais ça voulait dire ça, mais ça voulait dire ça, mais ça voulait dire ça. Alors que sur le coup, on ne sait pas pourquoi. Parce que en fait, quand un enfant vient me dire ah maman, tu sais, il y a un tel qui s'est moqué de moi ou il y a un tel qui m'a fait ça, les adultes, ils vont se positionner, ah c'est normal, ça arrive, on a tous été à l'école, tout le monde s'est moqué de nous, etc. Ça. Il y en a même, pour aller dans votre sens, il y en a même qui vont jusqu'à dire oui, ça forge le caractère, on va se tanner la peau, on va se tanner le cul entre guillemets, c'est formateur, c'est l'école de la vie. L'adulte aussi se dit voilà, mon enfant il faut qu'il aille à l'école de la vie et je peux pas toujours aller le défendre parce que sinon comment il va se positionner face à ses camarades en tant que futur adulte. Ouais. Mais en fait c'est là où je pense qu'il faut revenir à la définition du harcèlement scolaire pour mieux comprendre. C'est-à-dire qu'en fait ce sont des violences qui sont répétées et qui amènent à l'isolement. Ça veut dire que ça commence par une moquerie et puis après c'est tous les jours et puis après c'est à chaque instant et c'est très 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 insidieux parce que ça se fait toujours dans le dos des adultes. C'est pour ça que l'équipe éducative en fait a du mal à percevoir ça parce qu'en classe tout se passe bien, l'enfant dans la cour de récré va attendre dès que quelqu'un a le dos tourné, tac tac tac, et dès que on est sous entre guillemets les caméras de ceux qui nous surveillent, hop, on fait comme si de rien n'était. L'enfant qui est en position de victime n'ose rien dire, donc en fait ça fait un petit on va dire que l'enfant il est vraiment pris au piège en fait et qu'il a beaucoup de mal à se dépatouiller. Il faut juste essayer de l'inciter à lui dire que il faut pas qu'il reste seul dans sa situation. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'associations maintenant qui fleurissent et même d'associations d'enfants. Il y avait le témoignage d'une petite qui s'appelait Chiara qui a été harcelée pendant plusieurs années, qui a monté son association justement parce qu'elle se dit il faut que la parole se passe entre jeunes parce que l'enfant a du mal à aller voir des adultes. Et c'est peut-être ça, essayer de dire à l'enfant voilà, on va trouver des solutions et t'es pas seul en fait dans ton calvaire. En fait, en résumé, il faut le sortir de son isolement et lui faire comprendre qu'il n'est pas tout seul. Même si effectivement, nous, parfois, je vous avoue, là je vous donne mon retour d'expérience, bien sûr, en tant que professionnel, comme vous le disiez tout à l'heure, en tant que responsable de vie scolaire, c'est très pernicieux. C'est vraiment très pernicieux. On a des fois des retours de parents. Pour nous, ici, parfois, très souvent, ce qui se passe, c'est que c'est des parents qui nous alertent, qui nous disent, voilà, moi j'ai mon enfant qui rentre en pleurs, et pourtant, on est avec eux tous les jours. Je vous assure, et quand il y a des parents qui nous interpellent, on est juste choqués. On a vraiment du mal à y croire parce qu'on se dit, mais c'est pas possible. J'étais avec elle il y a 2 heures,
tout avait l'air de bien se passer, elle avait l'air souriante, ou il avait l'air souriant, etc. Donc c'est vrai que je peux qu'aller dans votre sens quand vous dites qu'effectivement, il faut absolument que ça soit un travail d'équipe, à la fois le professeur, à la fois les responsables bien sûr de vie scolaire, à la fois les parents, à la fois tous les acteurs qui se sentent concernés de près ou de loin, et en particulier les élèves. Et force est de constater qu'il faut absolument rappeler, et comme le disait tout à l'heure Cheikh Aboubakr, c'est en tant que responsable d'établissement musulman, on va dire, c'est important de rappeler le bon comportement, c'est important de rappeler que tout ça, en fait, peut avoir vraiment des répercussions qui sont dramatiques et tragiques, tant du point de vue de la personne qui subit tout cela, mais de la personne qui est à l'origine de cela, parce qu'effectivement, dans sa relation avec Allah Ta'ala, comme le disait tout à l'heure, il l'a très bien rappelé, j'ai même pris des notes, c'est que la réussite, avant de citer justement avant de citer le poème, la réussite est beaucoup liée justement au comportement. Et ça, c'est vrai que c'est important. Alors, on a beau le répéter, moi je le vois, je le répète à longueur de journée, systématiquement, tout le temps, on va le répéter, mais en réalité, c'est pas parce qu'on le répète et qu'on n'a pas forcément le résultat tout de suite dans l'immédiateté que ça veut dire que l'enfant n'a pas entendu. Il l'a entendu et peut-être qu'il va laisser mûrir tout cela et qu'il va en profiter peut-être dans quelques années et qu'au final, on a planté une graine, au final, on en verra les fruits qu'un peu plus tard. Donc ça c'est vrai que sur ce point-là, je vous rejoins complètement et c'est vrai que c'est un travail d'équipe. Ça, c'est incontestable et c'est indéniable. Et on se sent, visiblement, c'est vrai, désemparé. Tout à l'heure, vous le disiez, Nabila, même l'éducation nationale, forte de son expérience et de sa compétence et des moyens qu'elle a pu développer et qu'elle a pu mettre pour lutter justement contre cette problématique très sérieuse, jusqu'à maintenant, on n'a pas vraiment de solutions adéquates et de solutions en fait toutes prêtes, des solutions miracles pour justement qu'on peut mettre en application dès aujourd'hui pour dire voilà, c'est bon, on a résolu le problème du harcèlement scolaire. Si vous me le permettez, je voulais aussi vous poser quelques questions que certains élèves nous avaient justement soumis pour l'émission et voir avec vous justement, peut-être que voilà, des pistes de réflexion qui vont nous permettre, Inch'Allah Ta'ala, on l'espère, d'apporter nous aussi notre pierre à l'édifice, Inch'Allah Ta'ala. Donc on a parlé de comment, on a donné la définition du harcèlement scolaire de manière un peu succincte et très brève, mais selon vous, comment se forme le harcèlement? D'après vous, comment il se forme, à quel moment il naît, quel est le but du harcèlement? Et après, on viendra comment on peut faire finalement pour faire stopper le harcèlement. Après, j'ai l'impression que ce qui revient quand même assez souvent, cet enfant qui va être victime et qui va être harcelé, c'est un enfant qui va être porteur d'une fameuse différence. Donc au premier abord, ça peut être une différence physique qui ne va pas, comme on disait avec Jonathan Destin, qui ne va pas correspondre physiquement à l'idéal du jeune garçon, adolescent, lambda, etc. Tout est bon, tout détail en fait est bon pour choisir une cible. Ça peut mais être après, la taille, voilà, le c'est poids, ça. En fait, ça peut être physique. Ça peut être physique, mais pour un rien, porter des lunettes. Il y a combien de jeunes qui n'arrivent pas. Voilà, il y a beaucoup de jeunes qui n'assument pas le fait de porter leurs lunettes parce que voilà, c'est pas possible. Mais au-delà aussi de l'apparence physique, il peut aussi avoir l'apparence. Enfin, il peut aussi avoir le côté intellectuel. Oui. Moi, je le vois dans les troubles de l'apprentissage. C'est vrai que quand certains enfants ont des raisonnements différents, ils se sentent en marge du raisonnement des autres, ils se sentent différents dans leurs réflexions, ils sont différents, donc dans leur discussion, ils sont différents. Et comme on disait tout à l'heure, on veut appartenir à un groupe, on veut s'intégrer à ce groupe, et forcément, la première chose, c'est le dialogue, c'est l'échange, c'est la communication verbale. Donc, si on n'est pas dans la même réflexion et qu'il y a un décalage qui se crée à ce moment-là, ça crée une fameuse différence, et puis c'est là que voilà, les petites moqueries vont commencer. Donc, ça commence toujours, comme on disait, ça commence toujours... Au début, c'est amical. Voilà, c'est bon enfant, on plaisante. Ça commence doucement, on va dire. Voilà, amical, je sais pas, mais ça commence doucement. Et après, forcément, petit à petit. Et puis, quand on est porteur d'une différence, c'est une réalité aussi. Donc, on connaît la norme de notre société, on sait dans quel moule on est censé rentrer, et on a aussi conscience, plus ou moins, qu'on appartient à cette norme ou qu'on n'y appartient pas. Donc, à partir du moment où on sort de ce cadre-là, ou de ce moule, on le sait nous aussi. Donc, on en arrive après dans le fameux cercle vicieux de se dire, mais en fait, c'est moi qui suis pas pareil. Donc, en fait, je mérite ça. Donc, c'est normal qu'on me fasse ça. Donc, quoi que je fasse, ça doit se passer comme ça. Et de toute façon, c'est de ma faute. Et c'est ça qui fait qu'après, on peut avoir finalement le harcelé qui devient à son tour harceleur. Parce qu'il est dans cette logique-là, au final.
Je sais pas, si le harcelé, pourquoi il devient harceleur à un moment donné? Peut-être qu'il veut reprendre un rapport de domination. J'ai été la victime et je veux moi aussi dominer le groupe. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que on a chacun des différences. Et je pense que on parlait du rôle des parents. Donc le rôle des parents, que ça soit pour limiter que nos enfants deviennent agresseurs, c'est beaucoup travailler sur l'empathie, se mettre à la place de l'autre, etc. Et pour faire en sorte que son enfant ne se fasse pas agresser, c'est lui donner une bonne image de lui-même, une bonne confiance en soi et l'amener en fait dans l'acceptation de ce qu'il est. T'es porteur d'une différence, mais voilà. Assume-la. Voilà, dans le sens où on va pas te dire ah mais il faut pas faire comme si ça n'existait pas. Il y a des parents par exemple, leur enfant il est dyspraxique, ah non mais je lui ai pas dit parce que j'ai pas envie que ça soit compliqué. Oui, si ça se trouve le problème commence déjà à la maison, c'est-à-dire que le parent comment il va gérer la différence de son enfant, déjà l'enfant voit que le parent assume pas en fait la différence de son enfant ou met le doigt tout le temps dessus d'une manière qui est négative, ce qui fait qu'en fait si ça se reproduit en fait à l'école, bah, au final l'enfant il développe cette culpabilité et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait la clé c'est l'estime de soi. Bah, les enfants qui sont tout le temps, déjà rien que quand ils sont chez eux, s'ils ont des parents qui leur répètent à longueur de journée t'es bon à rien, t'es nul, de toute façon tu n'y arrives pas, t'es toujours maladroit, tu seras pas capable de faire des choses, etc. Arrête de manger, t'es trop gros. Oui, c'est ça. S'il arrive à l'école et qu'il entend les mêmes choses, il se dit ouais, ben en fait je le mérite. Alors que si on explique à son enfant, ben, t'as peut-être parce que certains enfants ils sont en souffrance, ils n'ont pas des problèmes de surpoids parce que c'est génial et que voilà ils ont envie, il y a des souffrances derrière. Mais si on explique à ces enfants là ta beauté et ta valeur ne dépendent pas de ton poids et de ton image, parce que c'est la société qui veut nous contraindre à ça, à nous le paraître. Surtout à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure de Instagram, où les filles elles postent des selfies d'elles toute la journée avec mais ce qu'on sait pas c'est qu'il y a 15 filtres, ce qu'on sait pas c'est que c'est une photo prise comme ça où elles se mettent sous leur plus beau jour. Une étude disait même qu'en fait les filles elles aiment bien poster des selfies parce que en fait c'est pour se donner de la valeur. Voilà, elles sont maîtres de l'objectif et de la posture qu'elles veulent poser, donc c'est là où elles se trouvent le mieux, et en même temps, c'est ça qui est compliqué, elles veulent toutes être pareilles, elles ont toutes la même coupe de cheveux, le même truc, le même machin, alors il faut expliquer à nos enfants que leur valeur ne se place pas dans ça. C'est bien, tant mieux si tu peux t'embellir, etc., mais c'est pas ça qui te définit, parce que, alors le jour où tu prends du poids, tu vaux plus rien, le jour où tu perds tes cheveux, si ça t'arrive, tu vaux plus rien, et comment on fait en fait pour avancer dans la vie. Et donc, le regard que va poser le parent, mais pas que le parent, la famille, les frères et sœurs, faut pas oublier le poids les amis, le poids des paroles des frères et sœurs, parce que des fois c'est juste des frères et sœurs qui vont taquiner, et ça, l'enfant il vit avec cette souffrance, il va à l'école, il le retrouve, ça y est, c'est bon, la famille au sens plus large. Donc en fait c'est une certitude qui s'impose à l'enfant et qui se dit voilà, finalement si ma mère, si mon père, si mes frères et sœurs pense cela, bah au final, si mes camarades de classe pensent la même chose, c'est que en fait c'est impossible pour lui de penser qu'au final ils ont tort, puisqu'il y a une majorité finalement, et lui il est tout seul face à cette majorité, donc il va forcément comprendre dans sa tête qu'au final ils ont raison. C'est ça. Après nous en tant que parents, par rapport à nos enfants, on n'est pas bon. Par rapport aux autres enfants de la fratrie, oui, mais par rapport aux autres membres de la famille, on n'est pas responsable de ce qu'ils vont pouvoir dire ou de ce qu'ils vont pouvoir donner à nos enfants. Bien sûr. On doit bien sûr les protéger, mais je pense sincèrement que tant que l'enfant voit en ses parents des personnes qui le respectent, des personnes qui lui font bien comprendre qu'il n'est pas qu'un enfant en surpoids, qu'un enfant qui n'a pas de cheveux ou qui est dyspraxique ou hyperactif, mais qui voit vraiment le bon côté des choses, ça rassure, parce que la figure de l'autorité qui accompagne l'enfant, c'est quand même elle qui est très importante dans la construction de l'enfant. Aussi, exactement. Ouais. Donc si après on a un tonton, je veux dire, il faut pas se mettre en guerre avec tout le reste de la famille parce qu'ils vont venir lui faire des blagounettes parce qu'il a un petit peu rondelé ou quoi. Mais ce que je veux vraiment dire, c'est que c'est surtout le parent, enfin les parents idéalement, mais au moins un parent qui est là pour montrer à son enfant non mais t'inquiète pas, tu vaux mieux que ça, et non, ta valeur c'est pas que ça, et tu n'existes pas que dans ça. D'accord. Donc c'est quand même important de le rassurer sur ce point-là. Après l'entourage, la famille qui va ça va le forger comme quand il va rencontrer d'autres personnes. Enfin, il faut pas non plus le faire grandir dans un cocon t'inquiète pas, oui t'es un peu rondelé mais c'est mignon, nanana. Et après quand il sort, et puis après quand il sort, il est confronté du coup à ces moqueries-là, et du coup c'est aussi un choc. Donc c'est pour ça que c'est le préparer à cet enfant, c'est dire écoute voilà, là t'as un problème de surpoids, on va essayer de t'accompagner pour trouver des solutions, etc., mais tu ne vaux pas que ça, et oui on va se moquer de toi, mais en fait quand on prépare un enfant à une situation, il est plus armé que si on l'envoie comme ça en fait un petit peu sur le front. La souffrance elle est inévitable en fait. Et puis en plus ce qu'il faut savoir c'est que les adolescents ils sont beaucoup soumis au regard des pères de leurs camarades,
Les parents, à ce moment-là, ça y est, ils next, ils vont dans leur chambre, ils sont sur les réseaux, ils veulent... Souvent, les adolescents, ils sont beaucoup sous l'influence de leurs amis. Leur regard, souvent, enfin c'est ce qu'on dit, souvent est plus important pour eux à cet âge-là parce qu'ils sont en pleine recherche identitaire, construction identitaire. Et en fait, c'est la période où toute l'éducation qu'ils ont reçue pendant qu'ils étaient enfants, hop, elle vient se mettre à mal et se dire, tiens, bon, ben voilà, maintenant, qu'est-ce que j'expérimente, qu'est-ce que je fais, comment je me positionne, etc. D'accord. Moi, ce que j'ai pu constater, en tout cas, je ne suis pas, comme vous pouvez l'imaginer, vous le devinez certainement, je ne suis pas très réseaux sociaux et effectivement, quand j'étais plus jeune, on n'avait pas ces problématiques-là. Mais néanmoins, ce qu'on peut constater, c'est qu'on avait le harcèlement, nous, aussi, à notre époque. On avait des élèves qui étaient en souffrance. On en a même très certainement souffert. Bon, là, je n'ai pas de souvenirs comme ça dans ma vie personnelle, mais ça doit être très certainement le cas. Effectivement, j'ai dû peut-être même être harceleur, allez savoir. Toujours est-il qu'aujourd'hui, on en a parlé tout à l'heure des réseaux sociaux. On a parlé effectivement que c'est une donnée qui vient vraiment changer complètement la donne, en fait. C'est vraiment un élément qui vient vraiment perturber de manière considérable cette problématique-là et l'amplifier. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire là-dessus, sur le cyberharcèlement? Parce que là, il s'agit du cyberharcèlement, on parle bien de ça. Soit ça débute à l'école et c'est amplifié au niveau des réseaux sociaux, soit ça débute dans les réseaux sociaux et ça s'amplifie à l'école. Mais ce qu'on a pu constater, c'est que vraiment, au niveau des réseaux sociaux, ça joue vraiment un rôle, malheureusement, d'amplificateur qui est indéniable. Après, déjà, c'est une question de public. Donc, forcément, quand on est harcelé à l'école et qu'on est dans un établissement, même s'il y a du monde, mais que ça reste dans la classe ou dans la cour de récréation où il y a peut-être 300, 400, allez, pour les plus grands établissements, 600 élèves, sachant que les 600 élèves ne vont pas forcément prêter attention à cet enfant harcelé à ce moment-là par telle et telle personne. Mais quand ça touche aux réseaux sociaux, c'est que c'est diffusé vitesse grand V. Et ça peut partir partout. Et on en a vu. Enfin, voilà, moi, je suis sur Facebook, je suis sur Instagram. Je vois très rapidement, et encore, je ne suis pas sur Twitter, mais apparemment là-bas aussi, c'est très violent. Mais on voit à longueur de journée des vidéos qui buzzent d'enfants, d'adolescents, et des personnes qu'on ne connaît pas. Voilà, la vidéo, elle nous fait rire. Mais cet enfant-là, en fait, c'est quelqu'un. Ouais, du bashing, c'est une personne qui existe réellement et qui est en train de subir un bad buzz, comme on appelle sur les réseaux sociaux. Et du coup, ça crée quelque chose en lui et ça a créé quelque chose de mauvais. Après, il est pointé du doigt comme étant cet enfant qui a fait telle vidéo. Donc, là encore, c'est dans des vidéos qui vont être peut-être rigolotes, une petite moquerie qui va faire un bad buzz et qui va passer. Mais dans les cas les plus extrêmes, dans le cas d'Alisha, c'était des vidéos, des photos personnelles qui avaient été diffusées sur Snapchat. Donc là, on rentre dans du cyberharcèlement où en fait, on a des photos de toi, où tu fais ci ou ça, où on les diffuse. Il y a du chantage, c'est ça. Et c'est très compliqué. Ça me rappelle la petite Aïcha aussi, de 13 ans. Elle date, cette histoire aussi, d'un petit moment. Mais elle s'était défenestrée parce que du coup, il y avait des photos d'elle qui tournaient sur Snapchat. Elle avait tellement honte par rapport à sa famille qu'elle a préféré sauter plutôt que d'assumer ces photos ou ces vidéos-là. Donc, ça peut être des photos qui ont été de base prises par la personne, qu'elle voulait peut-être garder intime, montrer à sa copine en toute confiance, alors qu'en réalité, il n'y avait pas de confiance. Et ça peut être aussi des photos volées. Ça peut être, il me semble que la petite Aïcha, c'était elle et un garçon, apparemment. Et qui a abusé de sa confiance. C'était des photos volées qui avaient commencé à tourner. Donc, ça va très, très vite. Et tout le monde est sur Snapchat, tout le monde est sur Instagram, tout le monde est sur Facebook. Quand on est dans des collèges où tout le monde se connaît, ou dans des quartiers où tout le monde se connaît, tout le monde est sur le réseau de tout le monde. Et en fait, ça fait un engrenage et ça crée quelque chose et c'est une pression supplémentaire. Ouais, donc c'est finalement un village, mais à l'échelle d'un pays ou à l'échelle carrément du monde, en fait. Parce que c'est vrai que des fois, on se retrouve, on l'a vu, nous, des vidéos, on le voit des fois, parce qu'on voit que c'est des personnes qui ne sont pas forcément en France, parce qu'elles parlent une langue qui est différente, etc. Mais on se retrouve avec des vidéos comme ça qui sont tournées, qui sont transférées et qu'on se fait tourner. Et en fait, effectivement, ça renforce encore plus la souffrance et le traumatisme chez la personne qui en est victime. Qu'est-ce que vous pourriez dire là-dessus, Soumia, concernant justement le cyberharcèlement, si vous vouliez bien sûr compléter ou si vous voulez bien sûr remonter encore sur un autre sujet, je vous laisse la parole. Par rapport au cyberharcèlement aussi, c'est un pouvoir de plus parce qu'on est caché derrière un écran. Donc en fait, c'est encore plus facile aujourd'hui, en fait, que ça soit harcèlement scolaire ou toute autre chose, c'est très facile de venir mettre un commentaire.
Ça prend 2 secondes et on dit ce qu'on pense. Et on est souvent caché parce qu'on ne sait pas qui tu es. Et même si la vidéo elle tourne dans tout le pays, personne ne va savoir c'est qui un tel avec son pseudo. Parce que c'est surtout les ados, ils ont rarement leur nom et leur prénom. Voilà. Donc bon, déjà ça amplifie encore plus. Et puis il y a toujours aussi cette quête de popularité. C'est j'ai posté la vidéo, qui a fait le buzz. Peu importe en fait sur quoi. Les conséquences, c'est peu important. Les jeunes, ils sont sûrs combien je vais avoir de followers, combien je vais avoir de likes, combien de fois ma vidéo elle va tourner, etc., etc. Et puis encore une fois, je le répète, cette volonté de vouloir sortir du lot et de dire les adolescents, ils n'ont pas leur idéal, c'est pas pour tous, mais pour certains, c'est pas d'avoir 18 de moyenne, d'être excellent à l'école, d'avoir le meilleur des comportements. Ça, c'est plutôt l'adolescent qui va se faire critiquer, se faire traiter d'intello de premier de la classe. Les ados, c'est pas ça qu'ils cherchent à cette période-là. Donc forcément, ce côté un peu, ah tiens, voilà, moi j'ai fait le buzz, j'ai fait ça, ça lui donne un peu une forme de pouvoir. Donc il y a ça aussi qu'il faut prendre en compte. Et comme le disait Nabila, c'est vraiment l'extension de la cour de récré. Avant, ça restait dans la cour de récré. Ce qui se passait à l'école, plus ou moins, restait à l'école. Bon, ça faisait peut-être le tour de la ville ou autre. En fonction de la taille de la ville. Ouais. Voilà, mais ça restait plus ou moins là. Là, c'est vrai que les réseaux sociaux, ça a décloisonné, en fait. Et donc, du coup, en décloisonnant, ça a forcément multiplié les conséquences et du coup, les risques pour les enfants qui sont harcelés. Et vous parliez tout à l'heure, justement, de... comment on éduque un enfant au smartphone? Voilà la vraie question en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, personnellement, je pense que l'interdire, ça ne sert à rien. Parce que... c'est retarder le problème. Et puis l'enfant, s'il va avoir un compte Facebook ou un compte Instagram, il l'aura avec ou sans nous. Donc comme toute chose, en fait, plus c'est interdit et plus l'enfant il va vouloir y aller. Alors que si on lui dit, voilà, je te laisse... fais attention, ça c'est grave, ça c'est moins grave. En fait, on peut l'éduquer et on peut lui apprendre. C'est comme, pour faire une digression un peu, comment on parle à nos enfants adolescents de la sexualité, parce que c'est de ça dont on parle, de sextape et de machin. Pourquoi ils en sont là? Parce que les enfants, ils n'ont pas d'éducation à la sexualité au sein de leur famille. Ils vont chercher sexe sur Internet, ils tombent sur des vidéos porno, ils sont habitués à voir des trucs comme ça, et pour eux, c'est normal de poster une vidéo. Il n'y a même plus de filtre, il n'y a plus de difficulté. Bien sûr. Donc, voilà, ils n'ont pas ou peu d'éducation sexuelle, et c'est vrai que ça reste malheureusement dans nos familles. Dans certaines familles en tout cas, ça reste encore un sujet qui est très 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 tabou. Et c'est vrai qu'on a ils ont énormément de mal à en parler avec leurs parents. Ils ont beaucoup de mal certains parents même me l'ont confié, certains parents d'élèves me l'ont confié, ils m'ont dit qu'ils avaient énormément de mal à aborder ce sujet-là avec leurs enfants et pourtant pas ce qu'on croit. C'est-à-dire que on pense que c'est souvent le profil du papa. Excusez-moi l'expression sans vouloir manquer de respect à personne, mais le papa un peu blédard, la maman un peu blédarde, il a grandi dans des traditions un peu à l'ancienne. Non, le parent là qui m'a confié ça, c'est un parent, il est converti, c'est-à-dire qu'il est de culture française et même lui, il est jeune, il est relativement jeune, machallah, et il a beaucoup de mal à aborder ce sujet-là avec ses enfants. Il a beaucoup de mal. Donc aujourd'hui, il accuse le coup. Il me dit qu'il essaie de faire le nécessaire pour essayer de se rattraper là-dessus. Donc c'est vrai qu'on se rend compte que finalement, l'histoire finalement du harcèlement scolaire renvoie à la problématique de l'usage des réseaux sociaux, des écrans, des smartphones. Je pense que ça pourrait faire l'objet d'une émission spéciale, si tu m'entends Karim, Inch'Allah ta'ala. Et il faudrait aussi parler justement de ce rapport effectivement, donc de ce rapport finalement de tout ce qui est question d'éducation à la sexualité, parce que souvent il en est question dans le cas du harcèlement scolaire, et puis finalement l'acceptation de soi. Et l'estime de soi, encore une fois de plus, on en revient là-dessus. Je pense vraiment qu'en tant que parents, nous-mêmes, en fait, on a manqué d'éducation par rapport à certains points. C'est-à-dire que quand on parle d'éducation à la sexualité, qu'on va avoir du mal à aborder avec nos enfants, en fait, la vraie question, c'est est-ce qu'on a déjà abordé cette question avec nous? Est-ce qu'on nous a déjà pris pour nous en parler, pour qu'on sache comment aborder ça avec nos enfants? Là, on est un peu au pied du mur parce que les réseaux sociaux, c'est très trash. Ils nous ont devancés en plus. Voilà, c'est très trash, comme disait Soumia tout à l'heure. On n'a même pas besoin de marquer sexe ou pornographie ou je ne sais quoi pour tomber sur des choses très, on le sait, on n'a même pas demandé qu'on l'a, on le subit. Exactement. Et le souci, c'est que c'est décuplé en fait. Et du coup, nos enfants, ils sont confrontés à ça très jeunes, très tôt et très vite. Parce que voilà, on va pas rentrer dans chaque foyer pour dire non, mais toi, t'as donné Facebook à ton enfant, mais il a que 11 ans. Non, mais moi, j'attends les 14 ans. Non, mais moi, j'attends les 18 ans. Non, c'est ça. Ouais. Enfin, donc, encore une fois de plus, il n'y a pas de recette standard. C'est ça. Et en fait,
les enfants, il y en a toujours un qui a un téléphone un peu plus tôt que tout le monde et qui va venir montrer tout à tout le monde. Donc, l'interdire, comme on disait, c'est pas du tout la solution. Mais cette histoire d'éducation, le fait d'éduquer nos enfants à la sexualité, les éduquer face aux réseaux sociaux, les éduquer pour avoir un bon comportement face à un enfant harcelé ou un enfant harceleur. Mais ce qu'il faut se dire aussi, c'est est-ce que nous, on a été éduqués? Qu'est-ce que nous, on peut apporter à nos enfants par rapport à ça? Parce qu'on veut donner le meilleur à nos enfants, mais il y a des moments où, en fait, on est bloqué, où on sait qu'on devrait peut-être aborder certains sujets, mais que ces sujets-là, on est incapable, ou on ne sait pas comment les aborder, et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Et on attend le bon moment, on attend le bon, l'occasion un peu, et en fait, ce moment, il peut ne jamais se présenter, l'occasion peut ne jamais se présenter, et en fait, on avance avec ces tabous et ces froids-là avec nos enfants, et au final, ils s'éduquent par eux-mêmes. Et de nos jours, avec les réseaux sociaux et avec ce qu'on voit et comment ça va très vite, c'est très très dangereux. C'est extrêmement dangereux. Parce que, comme on disait, pour appeler un chat, l'ensemble de ce harcèlement scolaire, là où ça a mené au suicide, au meurtre, etc., c'est sur fond de rivalité, de sexualité. Et voilà, c'est important aussi de le dire. Et voilà, c'est pas rien. C'est pas normal. On est censé trouver la photo d'une amie à nous dénudée et se dire au premier abord, non, mais on peut pas. Il faut supprimer ça vite. Et il faut pas que... Alors que de nos jours, non. C'est ça va faire le buzz. On va faire tourner tout ça, et du coup... Ou en tout cas, à minima, on va pas être d'accord avec ce qui s'est passé, on va le condamner, mais juste de notre côté à nous. On va pas prendre la parole et on va pas intervenir vraiment de manière virulente pour dire non, ça c'est des choses qui peuvent pas se faire, et aller jusqu'à dénoncer justement ce type d'acte, et les personnes qui en sont à l'origine, les auteurs de ces actes-là. On pourrait encore développer là-dessus. Malheureusement, notre émission touche à sa fin. Vraiment, j'ai beaucoup apprécié échanger avec vous. J'ai beaucoup aimé vos interventions. J'espère que c'est le cas pour nos auditeurs et pour nos téléspectateurs et ceux qui ont pu, alhamdoulilah, participer et visionner justement cette émission. Je pense sincèrement qu'il faudrait, Inch'Allah Ta'ala, qu'on essaie d'aborder toutes ces problématiques qu'on a pu justement aborder durant cette émission, mais qu'on n'a pas pu développer dans une autre émission, Inch'Allah Ta'ala. En tout cas, n'hésitez pas à nous faire un retour sur nos réseaux sociaux. L'appel est lancé. S'il y a des personnes qui sont intéressées pour nous faire des retours suite au visionnage de cette émission, qu'ils n'hésitent surtout pas à le faire, Inch'Allah Ta'ala. Comme ça, on pourra, en fonction de tous les retours qu'on aura, organiser, Inch'Allah Ta'ala, des émissions en fonction pour que ça soit utile à tout le monde, parce que c'est un sujet qui est très grave. S'il faut à nouveau refaire une émission encore plus détaillée sur des sujets bien spécifiques ou des thématiques bien spécifiques en lien avec ce sujet-là, cette problématique-là, on le fera avec plaisir, Inch'Allah Ta'ala. Le but étant, bien sûr, c'est qu'on ressorte tous avec des outils qui pourront nous permettre à la fois d'aider notre prochain, d'aider les élèves et d'aider justement les adolescents qui passent par une période qui peut être parfois très, très traumatisante. Je vous remercie encore, Soumia, je vous remercie Nabila, je vous remercie cher Aboubakr, et en tout cas pour toutes les personnes qui ont pu participer à l'organisation de cette émission. Je vous dis à très vite, Inch'Allah Ta'ala, pour une nouvelle émission de Radio IPA. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Radio IPA, le podcast officiel de l'Institut privé Alif, vous a été présenté par Crêpe City, le spécialiste de la crêpe sucrée salée à Toulouse.